Duke, actrice française célèbre notamment pour son rôle de Mao d'Artois dans la série télévisée Les Rois Maudits de 1972, est morte dimanche à 97 ans à Paris. Un grand personnage, une personne tout à fait étonnante, comme artiste et comme citoyenne, son rôle de Mao d'Artois dans Les Rois Maudits, on s'en souvient encore 40 ans après. Née en 1917 à Bergerac, en Dordogne, Hélène Duke, la Mao de 1972, était revenue sous les traits de Madame de Bouville, un rôle de second plan lors de la nouvelle adaptation télévisée des Rois Maudits en 2005. Ces dernières années, Hélène Duke avait également endossé le rôle de la grand-mère dans la comédie d'Étienne Châtillaise, Tanguy. En 2005, elle est reconnue juste parmi les nations pour avoir, à Bergerac et à Marseille, avec sa mère Jeanne, institutrice, sauvé des dizaines de Juifs. Je ne me sens pas héroïne. Ce que j'ai fait est normal. C'était le fruit de mon éducation, affirmait en 2006 Hélène Duke, alors âgée de 89 ans, lors d'une cérémonie à Paris. La date de ses obsèques n'est pas encore connue. La créatrice ougandaise Gloria Wawamuno s'inspire des tissus et des styles de son pays pour créer sa propre marque qui est fabriquée et vendue à Kampala. Ses collections ont déjà fait sensation dans les défilés de mode occidentaux, de Londres à New York, mais elle est aujourd'hui confrontée à son plus grand défi, organiser la toute première semaine de la mode à Kampala et attirer l'attention sur cette industrie naissante en Afrique de l'Est. La mode se développe, les créateurs sont de plus en plus connus et je pense que cette semaine est la meilleure plateforme pour témoigner des progrès de la mode depuis quelques années à Kampala. Dans les coulisses, un groupe de jeunes mannequins se prépare. Dernière touche pour le maquillage, avant un défilé aux couleurs éclatantes. L'événement a donné l'occasion aux meilleurs créateurs ougandais comme Kwesh, Kaswer, Martha Jabo et Sylvia Owori de présenter leurs créations. L'industrie de la mode favorise les créateurs occidentaux, mais les collections de l'Afrique du Sud et de l'Ouest connaissent de plus en plus de succès. Et maintenant, l'Afrique de l'Est veut elle aussi occuper le devant de la scène. De Kampala à Kigali, au Rwanda, des semaines de la mode sont nées et ont lancé cette nouvelle vague de créateurs. Nous pensons que l'Afrique de l'Est est un marché à peine exploité. L'économie de l'Ouganda et de beaucoup d'autres pays de l'Afrique de l'Est est en croissance hyper rapide. Donc il y a une opportunité forte pour la mode en ce moment dans cette région. Malgré le kaléidoscope de collections qui émerge, il reste du travail. Assurer le contrôle de qualité, respecter les délais, développer le réseau de production nécessaire pour que l'industrie soit prise au sérieux. Pour le créateur Edouard Sampa, la réponse à ces problèmes tient en quelques mots. Penser global, agir localement. Mais il avoue qu'il n'est pas évident de convaincre les gens de la qualité des produits ougandais. Une fois que tu as une industrie qui crée pour le marché local et tu crées une espèce de fierté pour le fabriquer en Ouganda qui n'existe pas vraiment ici. Quand tu dis fabriquer en Ouganda, les gens pensent c'est un faux, ça ne peut pas être un vrai, ou ils s'attendent à une qualité inférieure, ce qui ne devrait pas être le cas. Les créateurs locaux ont besoin de temps pour arriver au même niveau que leurs collègues à Paris ou à New York, mais avec la semaine de la mode, ils ont pu démontrer qu'une mode inspirée par l'Afrique peut aussi être créée en Afrique. Né à Cotonou, au Bénin, l'auteur, compositeur, bassiste et chanteur Patrick Rufino a enflammé une fois encore le public béninois. Rufino livre son nouvel album C'est le destin, une œuvre de 12 titres en live au public ce samedi. Rufino a peu parlé et laissé surtout les spectateurs découvrir ce qu'il sait faire le mieux, pincer les cordes de sa guitare en symbiose avec les autres musiciens avec qui il chante depuis des années. Famille multiculturelle, un père Minanago du Bénin, une mère originaire du Burkina Faso et une grand-mère du Ghana, c'est donc tout naturellement qu'il baigne enfant dans diverses musiques africaines, mais aussi dans des courants comme le jazz, le funk, le reggae.
tard, il développe de l'afro-funk groove. Devant un parterre de personnalités, parents et amis, l'homme a laissé libre cours à son art. Très content. Je connais Patrick Rufino, il m'avait déjà offert son CD, mais je ne l'avais jamais vu sur scène. Et je suis vraiment heureux qu'il y ait un Béninois qui fasse ce genre de musique et qui utilise les dialectes et les langues nationales de cette manière. Et c'est du bonheur. De la culture béninoise, africaine en général, et ce genre d'artistes, il faut les soutenir à tous les niveaux. Au grand bonheur des spectateurs, l'artiste béninois Sagboran Danialou, appelé l'homme orchestre, a rejoint Patrick Rufino sur scène et tel le maître et son élève, les deux hommes ont créé de la magie sur la scène du backstage à Cotonou. Cet enfant que j'ai fait, dont j'ai le plaisir de l'assister chaque fois. Patrick Rufino, il est un bon enfant. Il fait partie de ces enfants-là de l'époque, mais il fait partie de ceux que je vois aujourd'hui. Je lui souhaite bon vent et je suis sûr qu'il va émerveiller le monde. Très sympa. Moi je ne connaissais pas Rufino, c'est ça, Patrick. Très bon musicien, très bon bassiste. D'ailleurs j'ai acheté le CD, je vais le réécouter tranquillement et puis voilà, ça a été une découverte pour moi ce soir. Ça vient compléter la liste de la discographie du bassiste chanteur devenu. Des applaudissements nourris ont accueilli la prestation de Patrick Rufino et de ses musiciens. La technique, le sens du rythme, le groove et la facilité avec laquelle Patrick s'adapte à tous les styles et sa capacité à mémoriser rapidement des arrangements font de lui un artiste sollicité non seulement en Afrique, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Un mur et une bombe de peinture aérosol, seules armes de Naïm dans sa lutte pour la liberté. Ce jeune Palestinien de 25 ans vit dans l'enclave de la bande de Gaza. Grâce à Internet, lui et ses amis se sont découverts une passion, le graffiti. Ils ont appris la technique en regardant des vidéos d'artistes occidentaux et se sont fait la main dans les rues de ce territoire isolé. Les Israéliens nous oppriment et nous font la guerre. Alors j'ai décidé d'utiliser le graffiti pour parler de ce qui se passe dans notre société. J'ai appris à faire du graphe parce que c'est une forme de liberté. Ça me permet de m'exprimer et de raconter l'endroit où je vis. Ici, à Gaza, on étouffe sous les décombres. Alors on a vraiment besoin de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Le graffiti n'est pas une discipline si nouvelle ici. Partout dans la bande de Gaza, les murs sont couverts d'écritures et de dessins.
Portraits d'hommes politiques, messages de paix ou scènes de guerre. Cette tradition remonte à la première intifada, soulèvement des Palestiniens contre l'occupation israélienne en 1987. À l'époque, les jeunes combattants se servaient des murs de la ville pour annoncer les dates de grève ou les noms des martyrs. Écrire sur les murs était le moyen le plus simple de s'adresser aux gens sans trop se mettre en danger. Distribuer des tracts demandait beaucoup de temps et de prise de risque, alors qu'une phrase sur un mur reste longtemps et peut être vue par tous. Depuis, les rues accueillent les messages des Gazaouis. Les familles peignent leurs maisons lors des mariages ou autres fêtes. Les restaurateurs et commerçants, eux, y font leur publicité. Pour certains, c'est devenu un métier. Mais ce peintre assure que pour lui, c'est bien plus qu'un gagne-pain. On dessine particulièrement dans les endroits qui accueillent les enfants, pour embellir ce qui les entoure. En particulier maintenant, parce qu'on sort d'une guerre, alors on veut qu'ils aient toujours quelque chose de beau devant leurs yeux. À Shajaya, les murs et leurs dessins portent les cicatrices de l'offensive israélienne de l'été dernier. Ce quartier a été l'un des plus durement touchés pendant cette guerre de 50 jours qui a fait plus de 2000 morts côté palestinien. En temps de conflit comme en temps de trêve, Naïm et Moussab vont continuer à couvrir les murs de Gaza de leurs graffitis pour dire leur souffrance et apporter à leur rue un peu de couleur et d'espoir.